Bonjour, nous sommes à l'école Kedge de Bordeaux pour la première journée du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Cette année, beaucoup de thèmes sont abordés et notamment un a été abordé, bonsoir, avec Elisabeth Laville. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Elisabeth, vous faites partie d'un cabinet qui s'appelle Utopie et vous êtes intervenue aujourd'hui dans une table ronde qui parlait de partage de pouvoir. Ouais. Pour vivre mieux. Vous avez une grande expérience en fait du monde de l'entreprise et de différentes entreprises avec différentes cultures. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le partage de pouvoir dans l'entreprise ? Alors c'est compliqué parce que les sujets sur lesquels nous on travaille par exemple qui tournent autour du développement durable, on voit bien qu'il faut partager le pouvoir et d'une certaine façon ce qu'on se disait dans la table ronde, c'est que le mouvement il est engagé, il est inéluctable. Et donc la question si vous êtes dirigeant d'une entreprise grosse ou petite, c'est est-ce que vous êtes en résistance face à ce mouvement ou est-ce que vous l'accompagnez et même est-ce que vous le devancez, est-ce que vous essayez d'aller avec la vague, un peu comme un surfeur. Et la question, c'est beaucoup de dirigeants sont en résistance parce que c'est à l'encontre de tout ce qu'on a appris, y compris d'ailleurs historiquement dans les écoles de commerce et de management, où on disait le dirigeant, c'est celui qui sait, il est dirigeant parce qu'il sait, du coup, il ne faut pas qu'il dise qu'il ne sait pas, il ne peut pas dire aux autres, bah, dites-moi. Et là, en plus, le mouvement qui est engagé, notamment avec le digital, le collaboratif, l'émergence de tout ça, c'est un mouvement qui ne concerne pas que les salariés, donc ça concerne notamment les salariés. On a le mouvement de ce qu'on appelle le corporate hacking qui est en train d'émerger. Corporate hacking, c'est quoi? C'est dans les entreprises, vous avez des gens qu'on recrute avec des super diplômes, super intelligence, etc. Et ensuite, on leur donne pas grand-chose à faire et on leur dit surtout, vous critiquez pas le système. Du coup, on les empêche aussi d'exercer leur capacité constructive pour reconstruire le système une fois qu'ils l'auraient critiqué. Et du coup, ils s'ennuient. Donc, les Américains disent il y a eu le burn-out, après le bore-out, ils s'ennuient. Maintenant, le brown-out, où on recrute ces gens formidables et on leur fait faire un peu comme drôle de dame des tâches pas très valorisantes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ils s'organisent tout seuls. Et la question pour les entreprises, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce truc-là? Il y a une partie, les salariés, pour une partie importante, plus ou moins importante, mais enfin, sont désinvestis. Et on sait que pour faire face aux transitions qui arrivent, le digital, mais pas que, la transition écologique, territoriale, etc., on va avoir besoin de salariés engagés, d'équipes engagées. Donc comment on fait? Ce truc-là existe. C'est-à-dire vous avez des gens qui prennent des initiatives, qui créent des réseaux, qui hackent, c'est pour ça que c'est le corporate hacking, qui hackent les projets de la boîte, non pas pour les détourner et en faire des choses qui iraient à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise, mais pour y remettre du sens, y remettre aussi parfois de l'efficacité. Ils attendent plus que ça vienne d'en haut. Ils s'organisent tout seuls, ils se créent des chaînes YouTube en interne avec des MOOC pour s'auto-former, ils créent des réseaux, ils choisissent les projets sur lesquels ils vont s'investir, etc., etc. Ce truc-là, c'est hyper intéressant pour les entreprises. La question, c'est comment vous faites pour, entre guillemets, impulser ou même pas contrôler, parce qu'évidemment ça c'est pas du tout bien, mais ou animer de manière top-down un mouvement qui par essence est bottom-up. Donc c'est vraiment une question de changement de culture, sachant que, et l'autre question c'est comment vous le généralisez, parce que ce mouvement-là aujourd'hui concerne une petite minorité d'activistes avec un H, du coup, dans les entreprises, et on voit bien, c'est un peu la question qui se pose avec l'intrapreneuriat, c'est comment on le généralise et on fait en sorte qu'il y ait plus de gens qui aient envie de faire ça, et là, du coup, ça bute sur des aspects de culture, de management. Les gens ont peur. C'est plus facile parfois d'être du côté du problème que du côté de la solution. Du coup, comment on fait pour changer le mode mental, entre guillemets, faire que les gens se disent finalement, le bien-être au travail, c'est pas que le problème de mon boss et c'est à lui de faire en sorte que je sois bien au travail. Non, ça dépend aussi de moi. Et je suis aussi d'ailleurs responsable du bien-être au travail de mes collègues parce que si j'arrête pas de râler, ça va saper leur morale et donc ça sape leur bien-être, etc., etc. Et quand on s'adresse à des entrepreneurs d'avenir, quels conseils on peut leur donner pour impulser ce changement culturel qui, j'imagine, prend du temps ou voire des années, un changement de culture? Les entrepreneurs d'avenir, oui, alors ça prend du temps comme tout changement, mais il n'y a pas un moment où il n'y avait pas de changement, puis on commence le changement, puis il va être fini, puis après on sera tranquille. Ça n'existe pas. L'idée, c'est non, c'est ça, c'est juste on est comme un brin d'herbe, une plante, une fleur ou ce que vous voulez, un arbre. Il y a un chemin continu la transition, c'est tout le temps, c'est pas juste. Alors là, c'est peut-être un peu plus bouleversant qu'avant, mais au fond, c'est tout le temps. Et donc la question, c'est comment
tout en ayant une vision de pourquoi on existe, etc. Donc ça, c'est un premier boulot des entrepreneurs d'avenir. Et pour le coup, ceux-là, j'ai l'impression, le savent mieux que d'autres. C'est être clair sur la raison d'être, la vision, où est-ce qu'on va, pourquoi on existe, le sens qu'on propose. Et puis à partir de là, se dire, on est dans des environnements changeants, donc il va falloir qu'on tente des trucs, qu'on expérimente. Il y a des trucs qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher. C'est pas grave. Donc droit à l'erreur. Du coup, beaucoup de boulot sur la culture. Et puis sur la confiance qu'on place dans les gens, puisqu'on sait... les neurosciences nous le montrent, qu'on parle d'enfants à l'école, de salariés dans une entreprise, de consommateurs, plus on parle à quelqu'un comme s'il était intelligent et en capacité, de comprendre, de prendre des responsabilités et de proposer des solutions, plus on le met en capacité de le faire. Donc il y a vraiment ce risque, au fond c'est ça le risque, c'est le risque de la confiance. Antonin disait tout à l'heure, je trouvais ça joli, il disait finalement nos organisations sont des incubateurs de personnes. Et là il y a un pont, moi qui m'intéresse beaucoup, entre les aspects développement durable dans les organisations et les aspects développement personnel des gens. Au fond, que les gens restent dans l'entreprise ou pas, ce que l'entreprise peut leur offrir de mieux, qu'elle soit grande ou petite, c'est une façon d'aller au bout de leur potentiel de créativité, de remise en cause aussi, mais du coup de contribution à la solution, etc. Sachant que c'est pas toujours facile. Des fois, souvent même, on a la trouille en fait de faire ça. On s'est un peu habitué à être en France particulièrement, mais dans le fait de se plaindre, etc., etc. Donc le manager de demain, c'est aussi celui qui va donner confiance. Je disais tout à l'heure, c'est un supporter, mais qui va donner confiance aux gens sur le fait que s'ils sont capables de résoudre ce problème-là, même si effectivement c'est plus difficile de s'en saisir que de dire ah bah non c'est machin. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth pour ces conseils, pour hacker nos organisations et voilà, être pour le meilleur. Pour le meilleur et participer encore plus. Exactement, merci. Merci Elisabeth.